Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une juriste, essayiste et femme politique française. Son parcours est très intéressant et certainement riche d'enseignements. On va en parler tout de suite avec elle. Bonjour Jeannette Bougrab et merci d'être à nos côtés. Bonjour. Donc le droit, c'était une vocation précoce pour vous ou vous avez hésité entre plusieurs chemins? Je crois que j'ai eu un bac scientifique, j'ai fait en fait une classe préparatoire HEC, mais en réalité le droit était pour moi fondamental en raison d'une histoire familiale personnelle Ah oui. qui est celle des harkis et de l'injustice dont ils ont été victimes. Bien sûr, oui. Et j'avais cette conviction profonde en fait, même enfant, que c'était par le droit qu'on rétablissait la justice. Voilà. Ah d'accord. Et donc du coup, mes parents sont venus dans des conditions dramatiques puisque le rapatriement des harkis ne s'est pas fait immédiatement. Ceux qui avaient choisi de se battre aux côtés de la France. Et ensuite, après des milliers de massacres, la France décide de les rapatrier, mais les met dans des camps comme à Rivesaltes ou Bias, où la liberté de circulation n'existait pas, la liberté d'aller et venir. Et une fois arrivés en France, c'était la question de l'intégration. Et mes parents étaient exemplaires parce que ils n'avaient pas eu la chance de pouvoir aller à l'école en Algérie, parce que pauvres, parce que dans des régions campagnardes, et ils nous ont inculqué des valeurs et des principes qui sont ceux du travail, de la valeur de l'école, et que comme on était une famille pauvre, que la seule manière de s'en sortir, c'était l'école. Et je voyais mon père travailler très très dur, pardonnez-moi d'être très longue. Et Non, mais c'est intéressant. J'ai toujours dit que j'allais rétablir cette chose qui a fait que voilà, quand on est des traîtres pour du côté algérien et qu'en France on était des sales arabes. Voilà. Et quelque part de vivre ce double rejet et de voir mes parents toujours la tête haute et tout faire pour leurs enfants. Moi je voyais mon père travailler la nuit dans une usine, il partait le soir, il revenait le matin, et le matin il nous emmenait à l'école. Et tout ça vous donne la force en tout cas de faire tout pour essayer de faire ce que vos parents ont fait pour vous. Voilà. Oui, c'est sûr. Comment on devient juriste au Conseil constitutionnel? C'est une belle réussite. J'ai fait un stage au Conseil constitutionnel. En fait, je suis après ma classe préparatoire où j'ai lamentablement échoué. Hein. Et ensuite, c'était quand j'ai eu mon premier cours d'amphi à la fac, je savais que je voulais devenir universitaire. Donc, avant de devenir membre du Conseil d'État, parce qu'en fait, je suis membre du Conseil d'État, mais j'ai fait un stage au Conseil constitutionnel après mon doctorat. Je savais que je voulais devenir universitaire parce que j'étais fascinée par la connaissance et le savoir quand j'ai eu mon premier cours de droit, d'introduction au droit. Et on vous dit que parfois des professeurs peuvent changer la vie de personnes, et moi ça a été mon cas. Mais il fallait travailler très dur parce que pour pouvoir devenir universitaire, il faut faire une thèse de doctorat, et moi je n'avais pas les moyens de pouvoir faire des études aussi longues, et donc il fallait que j'obtienne une allocation de recherche et un poste de moniteur. Et j'ai travaillé plus dur, je suis pas fille de professeur ni d'avocat. Et j'ai eu une allocation de recherche et un poste de moniteur à Paris 1 à la Sorbonne. Comment vous allez ensuite vous engager en politique? C'est aussi le fruit des rencontres, parce qu'après mon doctorat, j'ai fait un stage au Conseil constitutionnel cette fois. Et j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, et dont un homme, Pierre Mazot. Oui, qui a été important pour vous. Dans la région aussi. Qui est l'ancien président de la commission des lois, qui est un juriste, qui est d'une famille de grands professeurs de droit, un gaulliste social comme Capitan, comme Léo Hamon au Vallon, et qui était convaincu que je pouvais faire quelque chose pour mon pays, mais moi j'avais jamais réellement osé m'engager politiquement, parce que quand vous devez faire vos études, vous avez faire du militantisme politique pendant mes études, c'était hors de question parce que je travaillais en même temps. Eh bien, j'étais prête à le faire, et un jour j'ai eu un coup de téléphone d'Alain Juppé qui m'a appelé pour me demander de savoir si je voulais venir à l'UMP. Et en fait, il l'a fait parce qu'il avait lu un petit papier dans Le Point. Ah oui. Qui avait été rédigé par Jérôme Cordelier, où il y a eu un petit papier qui m'était consacré, où le titre c'était Maître en intégration.
Et il y a eu une première candidature donc aux législatives en 2007 à Paris. Je crois que vous aviez été un peu déçu, non, qu'on vous envoie au casse-pipe. Non, je crois que je suis allée, on m'a donné Barbès Rochechouart. Oui, Sauf donc qu'on m'a pas c'était donné. ingagnable. Pour une personne de droite, oui, Ouais. et puis j'étais fille de harki, alors que Barbès, en fait, était la 7e wilaya, en fait, c'était le bastion du FLN au moment de l'indépendance de l'Algérie. Oui, donc il y a une situation quand même, oui. Mais c'est pas, j'ai beaucoup appris, donc j'ai. Et donc, vous le disiez, donc c'est 2010 l'entrée au gouvernement comme secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative. Ça a été relativement court, mais vous êtes plutôt fier de votre bilan? Ah, je suis très. J'ai beaucoup apprécié, en fait. C'était quelque chose que je trouve. Vous savez, la politique a encore une valeur, on peut dire tout ce qu'on veut, mais si vous voulez changer les choses, c'est par un engagement politique. Et c'est pour ça que c'est toujours assez désastreux de voir le taux d'abstention. Si vous voulez changer les choses, c'est par la voie politique. Parce que je vois bien, moi j'avais un tout petit budget, le budget jeunesse, de mémoire à l'époque, pour 18 millions de personnes, c'était moins de 500 millions d'euros. Donc on vous consacrez moins de 500 millions d'euros aux politiques de jeunesse, même si effectivement le gros, on va vous afficher le budget de l'éducation nationale, de l'enseignement sup, mais c'est de la masse salariale, c'est pas des politiques dédiées directement aux jeunes, à des actions. Mais en même temps, moi je suis très fière parce qu'on a pu travailler avec Boris Cyrulnik, on a fait un texte qu'on a publié chez Odile Jacob sur le suicide des enfants, en fait. On a pu aborder des sujets très difficiles. Donc Sarkozy est battu en 2012, là c'est une déception pour vous, on imagine, et vous devenez avocate? Non, c'est pas une déception parce qu'en fait les gens le savent pas, mais je suis devenue maman entre-temps. Ah d'accord, ah oui, d'accord. Non, je m'étais engagée, j'étais triste pour toute l'équipe parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il est jugé injustement, et que je trouve qu'il a fait des choses remarquables, et on peut critiquer son style, il a fait peut-être des erreurs, mais en tout cas je peux vous dire que je vous dis, la vie est faite de haut et de bas, et lui il a toujours fait preuve à mon endroit alors que j'étais pas du premier cercle, d'une très grande amitié et fidélité, y compris dans les moments les plus sombres de ma vie. Et non, je suis devenue maman en fait, et j'ai adopté une petite fille. Et comme j'adoptais seule, en fait, l'un des engagements que j'ai fait pour obtenir mon agrément, parce qu'on parle beaucoup de plein de choses, mais adopter reste encore un parcours combattant, surtout quand vous adoptez seule, et que je m'étais engagée à changer de mode de vie, mais j'avais fait la promesse de me dégager du temps, et c'est normal, pour pouvoir avoir un enfant. Voilà. Alors, vous parliez de malheur. En 2015, il y a l'épisode douloureux de l'attentat contre Charlie Hebdo. Je ne sais pas si vous souhaitez en parler. Ou... La douleur doit toujours être là. Oui, parce que c'est pas... Je pense que personne n'a eu à subir un tel... autant traîné dans la boue que j'ai pu l'être. Oui. Et voilà, mais que dire, c'est pas faute d'avoir écrit sur ces sujets d'intégrisme. Quand j'ai publié Ma République se meurt en 2013, j'avais expliqué dans le livre, c'est écrit, donc c'est pas, je n'invente pas, j'ai pas de que les derniers combattants de la laïcité qu'on avait en France, qu'il y avait Charles, il y avait Caroline Forest ou Charles Malka, qui était l'avocat historique, un jour ils se refont tuer parce que, comme il y avait le précédent de Theo Van Gogh, qui était ce réalisateur néerlandais que les gens oubliaient, qui avait fait un court-métrage Soumission, et il a été poignardé, tiré dessus, poignardé, on a tenté de le décapiter à 8h du matin à Amsterdam, et qu'en réalité personne n'avait pris la mesure de cet acte-là. Donc, et la députée d'origine somalienne Irshali vit réfugiée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable, on n'est pas capable en Europe, de donner ou de protéger des gens qui défendaient la laïcité. Dernière question, Jeannette Bougrabe, quelle est votre vie aujourd'hui? Donc vous êtes conseillère d'État? Oui, je suis conseillère d'État. Je suis conseillère d'État. J'ai adopté un deuxième enfant, comme quoi je suis maman. Donc c'est un petit garçon. Donc, et puis je continue d'écrire parce que j'ai quitté la vie politique depuis
2012. Et j'écris, je continue d'écrire. J'ai écrit une lettre d'exil aux éditions du Cerf. J'ai écrit une lettre aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent. Et j'ai écrit un livre sur le désastre humanitaire au Yémen. Et on prépare un documentaire de lutte pour dénoncer l'excision en France, puisque aussi les gens doivent être un peu surpris, mais le nombre de jeunes filles victimes et menacées d'excision a été multiplié par 4 en quelques temps. En 10 ans, voilà, ouais. Donc tout va bien. Merci beaucoup Jeannette Bougrab, c'était très riche comme entretien et merci pour vos confidences.